La ville d'aujourd'hui ressemble énormément à la ville du passé et si on peut se projeter dans l'avenir, va ressembler à la ville de l'avenir dans le sens que c'est un modèle de vivre ensemble. Quand les citoyens, citoyennes ou le public en général sentent qu'ils peuvent s'approprier un lieu, parce que ce lieu-là soit leur parle, est accommodant ou leur ressemble, le public a tendance à habiter ce lieu-là et d'en faire usage et de s'en servir comme point de rassemblement, point de rencontre. C'est l'identité même d'une ville dans sa dimension la plus humaine. En Amérique du Nord, on a énormément de travail à faire dans la réflexion d'une ville de l'avenir qui se détache de deux éléments, l'effet wow ou le projet signature qui va résoudre tous nos problèmes et ou la technologie comme solution pour imaginer la ville de l'avenir. Beaucoup de gens confondent les grands enjeux auxquels on fait face par des enjeux technologiques, projettent une ville d'avenir avec des idées de voitures volantes ou des solutions technologiques miracles qui vont sauver nos problèmes. On ne peut pas créer une ville de l'avenir sans réfléchir aux relations humaines. C'est pas qu'une base de données, c'est pas qu'une question de combien de fois tu traverses le trottoir par jour et donc on pourra améliorer le trottoir. Si on prend, par exemple, tout ce qui entoure la ville intelligente, je trouve que la perception de départ est peut-être un peu faussée parce qu'on parle beaucoup de la part de la technologie pour aider, justement. Puis, en quelque part, je pense pas que c'est la technologie qui est une fin en soi. Je pense que c'est plutôt la façon de comment on peut mieux vivre dans une communauté en utilisant certaines technologies qui peuvent nous aider. Dans le fond, ce qui est intelligent, c'est davantage de faire justement travailler des gens ensemble. Il faut que la société ou le gouvernement ou les gouvernements jouent un rôle de leadership de premier plan à ce niveau-là pour amener les gens à comprendre l'importance de l'aménagement du territoire, de la ville, et de prendre des décisions à long terme, pas juste dans 10 ans ou dans 15 ans, mais dans 60 ans, 90 ans. Comment est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur d'un cadre où on change de gouvernement aux 4 ou aux 8 ans? Et c'est de créer des politiques ou des programmes qui vont au-delà de mandats politiques. J'aime beaucoup habiter en ville pour marcher, justement, pour aller au travail, marcher pour aller à l'épicerie. Tout se fait à pied de chez moi et c'est ce que j'aime en ville. Donc, je sors de chez moi, je pars à pied, je marche beaucoup. Je marche souvent en apprenant mes textes. C'est quelque chose que j'ai pris comme habitude depuis 2003. Donc, en me rendant au travail à pied, je mets mon texte dans mes oreilles, dans mes écouteurs. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe de quasiment sacré pour moi. Là. Marcher dans la ville de Montréal en apprenant mes textes, c'est probablement une des choses que j'ai le plus faites depuis que je suis ici. Ce que j'aime en marchant, c'est croiser toutes sortes de gens de classes sociales différentes. Je me sens en sécurité aussi parce que je côtoie mes voisins, je les connais. Au coin de la rue, il y a un petit café italien. Tous ces petits lieux-là qui sont réconfortants, c'est ce que j'aime de la ville. J'habite aussi pas loin de la montagne. Et ça, c'est une grande chance, je pense. Je veux une ville mixte. Je veux une ville où chacun des citoyens va y trouver sa place. Les quartiers où on veut faire du logement social, les gens résistent en disant « ça va faire baisser la valeur de mes propriétés ».
Quand on veut amener du logement un peu plus, une clientèle un peu plus, je vais appeler le terme fortuné, mais classe moyenne, on dit on fait de la gentrification. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Montréal était une ville mixte. C'est récent, ce phénomène-là des propriétés qui prennent une valeur qui fait que les jeunes seront pas capables d'acheter. Les jeunes ne seront pas capables d'acheter une propriété à Montréal, comme moi j'ai pu, ou comme les gens de ma génération ont pu. Ça, pour moi, c'est un drame. Or, s'il y a une ligne de désir, c'est que Montréal demeure une ville mixte. La ville est à la croisée des chemins. C'est une ville qui fait face à la crise climatique, à une potentielle crise économique, la crise du logement. Donc, c'est une ville qui cherche à se réinventer. C'est une ville qui est à la recherche d'un nouveau discours. Si la logique du développement immobilier, elle est quand même et suit le bateau de l'augmentation de la valeur puis de la rentabilisation de la valeur immobilière plutôt que de pérennisation puis de consolidation, ben c'est sûr que ça ne permet pas de ralentir. On a vu, surtout dans les 100 dernières années, surtout en Amérique du Nord, l'individualisation des espaces. Ça, c'est de par l'automobile, de par la création des banlieues, chacune son château. Il faut qu'on re-questionne notre rapport individuel à la propriété, notre rapport individuel au déplacement et qu'on développe des nouveaux modèles parce qu'une grande partie du développement des Amériques s'est fait sur le dos de quelqu'un d'autre et sur le dos du terrain de quelqu'un d'autre. Cette situation est plus tenable et elle est plus tenable d'autant plus dans un avenir où les changements climatiques vont apporter des changements inévitablement radicaux à notre manière d'habiter la planète. Moi, je pense que le futur de la ville, pour qu'il soit, puis pour faire face, en fait, parce qu'on fait face à une crise climatique, là, il faut que la transformation se fasse, mais en plus qu'elle s'accélère. Donc, une accélération de cette ampleur ne peut se faire qu'avec des changements de paradigme, des changements vraiment disruptifs qui remettent en question le système dans lequel on vit. Présentement, là, pour accélérer la transition, la ville de demain devra être une ville laboratoire en quelque sorte. C'est sûr que ça va être difficile de concevoir ce qu'on appelle designer le chaos ou designer quelque chose qui est imprévisible, mais il faut laisser la place à l'imprévisible. Et pour laisser la place à l'imprévisible, il faut inclure la majorité des parties prenantes en amont. Si on regarde, par exemple, l'importance de développer l'Est de Montréal, c'est clair que l'Est de Montréal a besoin d'amour, là, parce que ça fait trop longtemps qu'on y appose des étiquettes à ce territoire-là qui sont liées à, justement, le développement industriel d'une autre époque, que ce soit avec les raffineries, des poches de pauvreté. Il y a vraiment un potentiel énorme qu'on ne voit pas là, présentement, parce que c'est sûr que quand on prend la 40 et on s'en va vers Repentigny, là, puis on traverse les raffineries, il n'y a pas grand monde qui voit ça, là, qui voit ce potentiel-là. Mais il y a aussi un terrain de jeu là, qui est fort impressionnant. Juste sur le plan de la disponibilité des terrains, on peut s'imaginer que si on arrive à reprendre ces terrains-là, les décontaminer, on peut imaginer des meilleurs quartiers, une meilleure qualité de vie, puis même une proximité qu'on n'a pas ailleurs avec le fleuve, avec des parcs. Le REM répond à deux choses. D'abord, à un besoin réel des citoyens et citoyennes de l'Est de Montréal d'avoir accès à du transport. Okay? C'est quand même incroyable qu'il y ait encore dans une ville comme Montréal des territoires qui sont super mal desservis en transport collectif. Et un système de transport comme le REM, c'est aussi un outil de développement économique. Après ça, il faut réussir le REM de l'Est. Oui, il y a tout le débat sur l'intégration architecturale, etc. Mais moi, je veux aller plus loin que ça, parce que le REM de l'Est, il va en avoir un. Okay? Alors, on va essayer qu'il soit le mieux, mais c'est qu'est-ce qu'il peut provoquer? Moi, j'ai une grosse peine, j'ai une grosse déception, c'est l'arrivée d'Amazon dans l'Est de Montréal.
Tout le monde se met à plat ventre parce qu'Amazon arrive, parce qu'on fait miroiter des millions et des millions d'investissements et qui vont créer très, très peu de valeur, très peu d'emplois. Donc, ce mirage-là de la grande industrie qui vient s'installer, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait essayer d'éviter. Donc, imaginez les camions qui vont traverser le territoire, alors qu'on est là à essayer de parler de transition écologique, etc. Mais ça, pour moi, le projet d'Amazon, là, c'est tout ce qu'il faut pas, là. Ce qui est toujours une bonne idée à considérer, c'est de voir comment on peut tracer des lignes pour rapprocher des gens d'un point A à un point B. Pour l'instant, quand on regarde, par exemple, juste l'île de Montréal, il y a une iniquité là, extrême entre la façon que les gens ont, par exemple, de se déplacer de l'est vers le centre, que, par exemple, si on prend juste les quartiers centraux entre eux. Donc, cette iniquité-là ou cette difficulté-là de lier les gens, on doit absolument y voir, puis on doit absolument trouver une façon de réparer ça. Ça prend un peu de courage, de persévérance, et pas aller chercher l'appât du gain. Ce qu'on espère, c'est que le Rennes de l'Est favorise le développement du territoire et non pas le développement immobilier. Pour s'assurer qu'autour de ces gares-là, on fasse un développement intégré qui va répondre aux besoins des populations qui sont diverses. À Montréal-Nord, à Pointe-aux-Trembles ou dans Hochelaga-Maisonneuve, on ne fera pas la même chose. En faire une priorité aussi pour, dans le fond, à plus grande échelle, pour le Québec, puis de faire en sorte à ce que cet endroit-là, qui doit être redéveloppé, soit fait selon, je vous dirais, des perspectives propres à ce siècle-ci et non pas au dernier siècle. Je trouve qu'on fait des travaux, des rénovations et des améliorations pour une strate de la société, mais on ne pense pas aux autres citoyens qui font partie de la ville. Pourquoi on veut tant que ça les enlever, les prostituées et les itinérants? Je pense vraiment qu'il faut plutôt accepter que ça fait partie de la ville, tu sais. On va jouer des pièces de théâtre dans lesquelles il y a des prostituées, puis là, on va dire « Wow, l'actrice est sensationnelle pour jouer une prostituée », mais par contre, quand je me rends au théâtre avec mon code, puis mes petits souliers, puis mon petit char, je veux pas l'en croiser, là. Toutes les villes ont un red light, toutes les villes ont ses itinérants, toutes les villes ont ses parts d'ombre. Moi, là où je vois une ligne de désir franche dans la ville de Montréal, c'est Milton du Parc. Les Inuits ont décidé que c'était leur rue, tu sais, tu passes, sont toujours là. La ville de Montréal, les élus sont toujours en train de dire « Nous sommes sur un terrain non cédé ». Mais en même temps, on leur fait aucun espace là, sur ce coin de rue-là. Puis je suis comme « Pourquoi ça dérange tant que ça? Ils vivent, eux autres, là, c'est leur vie ». Les Autochtones ont toujours été là bien avant nous. Puis il faut donc les voir, tu sais. Voyons-les au lieu de tout le temps vouloir les cacher, les enlever, mettre des clôtures. Il y a quelque chose que je trouve bizarre là-dedans. Moi, je pense qu'en faisant ça, on perd beaucoup de notre histoire, tu sais. J'aimerais ça qu'on reconnaisse ça comme des lignes de désir, qu'on tente maintenant, quand on fait des projets, de prendre cette communauté-là en considération de ce qu'on décide de faire. Ça serait beau de faire ça, puis on pourrait, nous, les autres citoyens de la ville, contribuer à ça. Les meilleurs experts de la ville, ça reste ceux qui l'habitent. C'est eux qui dessinent les lignes du désir, puis finissent par tisser la ville telle qu'on la connaît, qui a grandi à travers les âges des villages jusqu'aux villes qu'on connaît aujourd'hui. Ligne de désir, c'est de se servir plus grand que soi-même et d'une certaine manière métaphorique, planter l'arbre dont on ne verra jamais l'apogée. Et c'est l'essentiel de notre travail. Ces projets-là finissent par nous survivre et la ville nous survit. Et donc, le désir devrait continuer d'être, de créer cette ville qui nous survit et donc de bien la faire et de bien la rêver.
On parle des lignes de désir, bien, en fait, c'est des intérêts, c'est des valeurs qui se regroupent, c'est une résilience sociale, tu sais, qui se crée à travers les opportunités que la ville offre, mais aussi les besoins et les lacunes. Donc, c'est vraiment les catalyseurs, c'est un catalyseur. Moi, c'est comme ça que je vois les lignes du désir. Chaque pas finit par creuser le sillon, donc il ne faut pas perdre espoir, là.